Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres de ce lundi 15 août. Détente sur la route de Kfar Kila et à Marjeyoun, les volontaires de la défense civile installent leur mobilisation au Liban Sud. Les bénévoles poursuivent leur bataille contre la lenteur de l'administration publique. Ils réclament depuis 2 ans leur titularisation. Autre sit-in, celui des pêcheurs à Dora. Après les Kateb et des activistes de la société civile, ils dénoncent à leur tour l'installation d'une décharge à Bourg-Jamoud. En Turquie, Can Dündar ne se rendra pas au tribunal pour son jugement en appel. Le journaliste déclare ne plus croire dans la justice de son pays. Dans le même temps, la police turque perquisitionne 3 tribunaux d'Istanbul. 2 soldats ont été blessés ce matin à Ersal. Une grenade a explosé à Ras Maraj, à l'entrée de la ville, près d'un véhicule de l'armée. Les responsables de cette attaque n'ont pas encore été identifiés, mais l'armée libanaise a aussitôt bombardé à l'artillerie lourde des positions djihadistes dans le Jord de Ersal. Les habitants, quant à eux, ont exprimé leur solidarité avec les militaires. Cette attaque intervient alors que le maire de Ersal a affirmé avoir reçu des menaces de mort de groupes terroristes se trouvant dans les environs. Des intimidations similaires ont également récemment visé une dizaine de figures publiques et civiles de la ville. Comme il l'avait annoncé, les volontaires de la défense civile ont déplacé leur mobilisation au Liban Sud. Les bénévoles ont dressé des tentes sur la route de Kfar Kila et à Marjeyoun. Ils réclament leur titularisation. Le processus est en stand-by depuis 2 ans. Ni la loi votée par le Parlement en 2014, ni le décret émis en février dernier n'ont jusqu'à présent été appliqués. 2500 volontaires attendent donc toujours de pouvoir intégrer la fonction publique s'ils réussissent un concours d'entrée. À quelques kilomètres de là, dans les fermes de Sheba, l'armée israélienne a entamé la construction d'une route dans la partie nord des hameaux. Des véhicules militaires ont également été vus en train d'inspecter les barbelés qui délimitent la frontière technique de la ligne bleue près de Kfar Kila. Autre mobilisation, celle des pêcheurs à Dora. Ils protestent contre l'installation d'une décharge à Bourg-Jamoud. Samedi déjà, des étudiants du parti Kateb, appuyés par des activistes de la société civile et des habitants de Bourg-Jamoud, avaient réussi à arrêter les travaux sur le site de construction de l'une des décharges prévues par le gouvernement dans la région. Les protestataires ont confisqué des clés de bulldozer de la compagnie chargée du chantier. La flotte russe a commencé aujourd'hui des exercices militaires en mer Méditerranée. C'est ce qu'annonce le ministère russe de la Défense. Des navires équipés de missiles à longue portée effectuent donc actuellement des manœuvres destinées à la lutte antiterroriste. C'est ce qu'indique le communiqué. Après la reprise de Manbij ce week-end en Syrie, l'EI est maintenant menacé en Irak. Voyez ces chars déployés à Wardak, une localité située à 30 km au sud-est de Mossoul. L'armée irakienne et les Peshmerga kurdes mènent cette offensive au sol. Les explications de Leila Sali. Des colonnes de fumée s'échappent de ce village du nord de l'Irak. Dimanche matin à l'aube, les avions de la coalition internationale ont bombardé ces territoires contrôlés par le groupe État islamique. Une attaque aérienne qui a permis aux Peshmerga de lancer une offensive au sol. Objectif de cette opération, libérer une dizaine de villages autour de celui de Khazar. La superficie totale est de 22 km² et nous avons jusqu'à présent libéré 100 km². Ces territoires sont situés au nord de Mossoul, capitale autoproclamée du groupe État islamique en Irak depuis 2014. Petit à petit, les djihadistes perdent du terrain. Vendredi, l'armée irakienne a réussi à libérer plusieurs villages, cette fois au sud de Mossoul. Nos troupes ont lancé une offensive pour libérer des villages dans le sud de la région de Mossoul. En quelques heures, ils ont réussi à chasser les djihadistes de 4 villages. C'est un nouveau pas en direction de Mossoul qui n'est plus qu'à une vingtaine de kilomètres des lignes des forces kurdes. Mais il reste plusieurs obstacles à surmonter avant la reprise de la ville en elle-même. En tête de liste, la coordination des différentes forces armées de la région et du pays. Combattants kurdes, armée irakienne, milices chiites et sunnites vont devoir s'unir s'ils veulent récupérer la 2e plus grande ville du pays.
Fuyant ces conflits meurtriers dans la région, des millions de personnes ont quitté leur pays. En Europe, la première destination de ces populations de migrants est l'Allemagne. Et cela n'a rien d'étonnant. C'est aussi en Allemagne que la première application pour réfugiés verra le jour début 2017. Elle s'appelle Bureau Crazy. 4 Syriens en sont à l'origine. Cécile Galuccio. Application pour des réfugiés, développée par des réfugiés. Le tout pour s'y retrouver avec la bureaucratie allemande, d'où son nom, Bureau Crazy. Personnellement, j'ai été choqué par la longueur des files d'attente. Et quand on devait signer des papiers, ils étaient en allemand. Et donc on ne savait pas ce qu'on signait. Fournir des documents, des adresses, aider à trouver un logement, ouvrir un compte bancaire et surtout expliquer les procédures et les démarches souvent fastidieuses, voici quelques-unes des nombreuses fonctions de cette application. 6 Syriens l'ont créée, tous formés à l'école supérieure du digital à Berlin, une école qui apprend aux étrangers à monter des entreprises. Lors de la première session à l'école, on a discuté des problèmes qu'on rencontrait et on a réfléchi à comment est-ce que la technologie pourrait les résoudre. Nous avions 2 principales difficultés. La première était le langage et la seconde, la bureaucratie. Les demandeurs d'asile représentent un vivier pour l'économie du pays, surtout dans le secteur technologique où 43 000 postes sont à pourvoir. Mais en Allemagne, les migrants sont aussi des patrons. En 2014, ils employaient 1 300 000 personnes, c'est un tiers de plus qu'en 2005. Le nombre d'entrepreneurs étrangers a lui aussi bondi d'un quart en 9 ans. La ville de Beni compte encore ses morts ce matin. Un deuil national a été décrété en RDC après le massacre de 51 civils à la machette. On se retrouve dans quelques instants. Le rédacteur en chef de Cumhuriyet ne se rendra pas au tribunal tant qu'il aura l'état d'urgence en Turquie. Can Dündar publie aujourd'hui une tribune dans le quotidien d'opposition. Il dit ne plus croire en la justice de son pays. Condamné en première instance à 5 ans et 10 mois de prison, le journaliste turc avait fait appel de ce verdict. Les autorités lui reprochent d'avoir divulgué des secrets d'État. Et le même jour, la police turque a mené des perquisitions dans 3 tribunaux d'Istanbul. Plus de 170 juges, procureurs et employés sont recherchés. Tous sont soupçonnés de lien avec le coup d'État avorté contre le président Recep Tayyip Erdogan. Selon l'agence de presse privée Dogan, des perquisitions ont été menées au palais de justice de Caglayan ainsi que dans 2 autres tribunaux d'Istanbul dans les quartiers de Kaziomampasa et Barkikoy. À Hong Kong, 3 étudiants de la révolte des parapluies échappent à la prison. Ils sont condamnés à des travaux d'intérêt général. À l'automne 2014, cet épisode avait plongé la ville dans sa plus grave crise politique. Natacha Milray nous en dit plus. Sortie discrète du tribunal, ces 3 figures de proue de la révolte des parapluies viennent d'échapper à la prison ferme. Le tribunal hongkongais a estimé que leur participation à un rassemblement illégal en septembre 2014 n'avait rien d'un acte criminel ordinaire, mais qu'il s'agissait plutôt d'un acte politique, ce que reconnaît cet activiste. Dans le futur, je continuerai de mener des actions directes non violentes de désobéissance pour montrer mon engagement pour les droits humains, la démocratie et la liberté à Hong Kong. Sur ces images de septembre 2014, on le voit escalader un bâtiment officiel et être emmené de force par la police. Dans les jours qui suivent, ils sont des centaines à gagner les rues de Hong Kong pour protester contre un projet de loi qui vise à réduire la portée du suffrage universel et plus largement pour manifester contre la mainmise du régime. La police riposte avec des gaz lacrymogènes. Les manifestants, eux, déplient leurs parapluies. Le mouvement est lancé. 2 mois de paralysie et au final, rien n'est concédé aux manifestants par le régime de Pékin. Ils devraient vraiment se demander pourquoi les Hongkongais, et surtout les plus jeunes, réclament l'autodétermination et même l'indépendance de Hong Kong. Ce n'est pas rien. Ils ont l'espoir d'un meilleur Hong Kong, d'un Hong Kong plus libéral, plus démocratique. Et c'est d'ailleurs la voie qu'ils ont décidé de suivre. En fondant Demo Sisto, un nouveau parti, ils espèrent bien relancer la question de l'autodétermination de ce territoire semi-autonome.
C'est un jour de deuil national en République démocratique du Congo. 51 civils ont été tués à la machette dans le nord-est du pays. L'armée soupçonne les forces démocratiques alliées. Ces rebelles musulmans ougandais auraient perpétré ce massacre en représailles à des opérations militaires. Depuis 2 ans, 600 personnes ont trouvé la mort dans des tueries similaires. Les habitants reprochent au gouvernement d'avoir échoué à assurer la sécurité de la population. Olivier Boulanc. 42 civils retrouvés assassinés, une trentaine de maisons brûlées, un massacre qui s'est tenu ici, à Béni, une ville au nord-est du pays, dans la province du Nord Kivu. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans tout le pays. Je pense que la communauté internationale devra prendre conscience de la difficulté que nous avons. Le combat est âpre, ce sera de longue haleine, mais on finira par gagner. En ligne de mire du gouvernement, l'ADF, ou Force démocratique alliée, un groupe de rebelles musulmans ougandais présent dans la région depuis 1995. Selon l'armée, ces hommes sont responsables du massacre intervenu dans la nuit de samedi à dimanche. Des violences qui se répètent, puisque depuis octobre 2014, ce sont plus de 600 civils qui ont été massacrés à Béni. Cette nouvelle attaque intervient 72 heures après une visite du président congolais dans la province, Joseph Kabila, qui a promis de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité. Le 8 août dernier, 11 militaires congolais et un casque bleu avaient été blessés dans le territoire de Béni, en affrontant des combattants de l'ADF. La mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, sera sur place ce lundi pour apporter un soutien supplémentaire aux autorités du pays dans la traque aux rebelles ougandais. Elle sera finalement la seule athlète russe à Rio. Le tribunal arbitraire du sport a décidé de réintégrer Daria Klishina. La jeune femme de 25 ans participera donc aux épreuves de saut en longueur mercredi. Olivier Boulinck. Elle n'est pas venue à Rio pour rien. Daria Klishina est la seule athlète russe à porter les couleurs de son pays lors de ces Olympiades. La décision du tribunal arbitral du sport est tombée. Elle pourra participer aux qualifications pour le saut en longueur mercredi. Un soulagement, car samedi, la Fédération internationale d'athlétisme lui interdisait de concourir. La cause, des prélèvements en vue d'un contrôle antidopage auraient été altérés. Impossible donc de mener ces tests et de déterminer si Daria Klishina est une sportive propre. De plus, son nom apparaît dans le dossier McLaren, ce document qui dénonçait un dopage généralisé de l'athlétisme russe. Le rapport McLaren a été publié il y a longtemps. Pourquoi ont-ils attendu le début de la compétition? Quelles nouvelles informations ont-ils obtenues? Nous n'avons pas de réponse à cette question. En juillet, la sauteuse en longueur était la seule athlète russe dont la participation à ces Jeux avait été autorisée. La justification, le fait qu'elle s'entraîne aux États-Unis et qu'elle a donc été soumise à des tests antidopage en dehors de la Russie. Et puis à Rio, Usain Bolt a remporté un 3e titre consécutif aux 100 mètres, du jamais vu dans l'histoire des Jeux Olympiques. Le Jamaïcain s'est imposé avec un temps de 9,80 face à son principal rival, l'Américain Justin Gatlin. Le récit d'Amélal Lamas. Le coup de foudre a encore frappé les fans d'Usain Bolt. Et si son geste mythique est facile à reproduire, il faudra sans doute plus d'entraînement pour devenir un éclair. Usain Bolt, premier triple champion olympique du 100 mètres. Certains ont fait des milliers de kilomètres uniquement pour cette folle course de moins de 10 secondes. Je suis si fière de lui, si fière de lui. C'est irréel, incroyable, inexplicable. Une des plus belles choses dont j'ai été témoin dans ma vie sur Terre. Usain Bolt est le plus grand. Le plus grand. Pas besoin d'être jamaïcain pour apprécier. Même les supporters américains venus encourager leur compatriote Gatlin avouent à demi-mot avoir eux aussi vibré pour Bolt. J'aurais aimé qu'on gagne cette course, mais franchement, c'était super de voir Bolt gagner. Usain Bolt a fait un final extraordinaire, il finit devant Gatlin, quel champion. Les spectateurs sont venus voir Bolt et ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est la seule raison pour laquelle j'ai fait le déplacement jusqu'ici, pour voir Usain Bolt obtenir son 3e titre. Il ne m'a pas déçu, il est le meilleur de tous les temps. Voir Bolt et mourir, c'est sans doute ce que diront tous ceux qui sont venus observer le phénomène. Voilà, et c'est sur cette victoire d'Usain Bolt que l'on se quitte. Voici le rappel des principaux titres qui ont marqué l'actualité de cette journée.
Des tentes sur la route de Kfar Kila et à Marjeyoun. Les volontaires de la défense civile installent leur mobilisation au Liban Sud. Les bénévoles poursuivent leur bataille contre la lenteur de l'administration publique. Ils réclament depuis 2 ans leur titularisation. Autre sit-in, celui des pêcheurs à Dora, après les Kateb et les activistes de la société civile. Ils dénoncent à leur tour l'installation d'une décharge à Bourjamoud. En Turquie, Can Dündar ne se rendra pas au tribunal pour son jugement en appel. Le journaliste déclare ne plus croire dans la justice de son pays. Dans le même temps, la police turque perquisitionne 3 tribunaux d'Istanbul. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.